Vous écoutez Causerie d'experts, votre podcast dédié à la préparation physique et la préparation mentale pour les arts martiaux. Retrouvez chaque semaine un expert qui vous donne ses astuces pour vous améliorer. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube Corps et Esprit Martial, sur la plateforme podcast de votre choix, ou pour ne louper aucune actualité et avoir accès à nos ressources gratuites comme les 3 e-books écrits par 15 experts internationaux sur le thème 3 conseils pour faire évoluer votre pratique, ou encore votre méthode de souplesse dédiée aux arts martiaux et sports de combat, nous vous invitons à nous retrouver sur le blog Corps et Esprit Martial. Tous les liens sont en description. Bonne écoute! Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. La 3e avec Benjamin Colucci, donc que vous connaissez maintenant bien du PACMEI. Bon, vous avez compris, on va se dire bonjour, mais c'est quand même, ça fait quand même un moment qu'on est ensemble. Bonjour, tu vas bien, Benjamin? Oui, ça va, et toi, Marvin? Ouais, tu fais super bien le suivi en fait genre, franchement, chapeau. Ça marche, on y croit. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'utilisation des armes dans le PACMEI. Et d'ailleurs, la première question qui me vient, c'est pourquoi travailler des armes longues? On voit donc que tu as par exemple le couteau ou la chaîne à 9 segments, c'est ça? Ouais. Bon, ça peut se cacher éventuellement pour un usage pratique, mais des bows, des jaws, des lances, pourquoi utiliser des armes aussi longues? Qu'est-ce que ça t'apporte dans ta pratique? Bah déjà, on a réussi à le garder jusque-là, parce que contrairement au Japon, la révolution culturelle a été violente, et il y a beaucoup d'armes qui ont disparu ou de savoir qui se sont perdus. Donc déjà, on l'a, autant le préserver. Hein. Donc pourquoi pratiquer les armes? Parce qu'on les utilisait. Il y a des maîtres qui les ont utilisées, qui en avaient besoin, c'était leur quotidien. Nous, ça l'est pas, en tout cas plus celle-là. Mais ça va permettre plusieurs choses. Juste, par exemple, le bâton, ça permet de savoir placer sa seconde main, parce que sur une utilisation d'une arme, on doit savoir placer ses mains, et ça se fait même pas de manière instinctive, vu que sur un bâton, on a besoin de ses 2 mains pour le manier. Et on apprend à placer la deuxième main. Pour le travail main nue, on n'a pas forcément besoin de penser à sa deuxième main, ce qui va être un déséquilibre à un moment, vu qu'on va devoir l'améliorer. Et ça nous permet inconsciemment de faire un lien entre les deux pratiques. Et après, c'est sur les interceptions, les lignes d'interception, savoir où se protéger, comment se protéger. En fait, les armes soulignent des axes qui sont souvent les mêmes que les axes main nue. On reste des hommes avec 2 mains, 2 pieds, 2 jambes, et donc en fait c'est souvent souligné. Il y a juste peut-être une distance qui change, et ça pour moi je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Après moi je suis un passionné, donc de toute manière ce qui appartient au style j'ai envie de le connaître. Au-delà de ça, sans même parler du PACMEI, j'adore voir et regarder comment les autres font aussi, notamment les Japonais, l'aspect dégainer le sabre, les axes utilisés, comment ils font. Je trouve que c'est passionnant, et eux ils ont réussi à vraiment le préserver. Je trouve que c'est enrichissant, c'est beau. Je pense qu'il faut sortir aussi de cette idée de être efficace, efficace, je veux dire, dans l'apprentissage. Aujourd'hui, il faudrait presque que tout soit utile, qu'on comprenne pourquoi. Ça, je l'apprends parce qu'en fait, ça va m'apporter ceci, alors qu'en fait, apprends-le, et peut-être tu mesureras dans 10 ans que ça t'a apporté ça, ou peut-être que tu te rendras compte que ça, c'était vraiment inutile. Mais faire le calcul de ça, je vais le faire parce que ça m'apportait de ça, on est loin de l'aspect désintéressé de la pratique, et on est loin aussi en ayant un regard désintéressé, en fait, il va se passer quelque chose. Si on essaie de faire glisser le bâton, à un moment, on arrive à le manier. Si on n'essaie jamais de le faire glisser, on n'arrivera pas à le manier, point. Et je pense qu'il faut rester léger aussi, arrêter de vouloir mettre du sens partout. On pratique parce qu'on aime. Pour le plaisir, comme tu me disais dans la première interview. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Tu vois, tu me posais dans la première interview aussi, pourquoi tu pratiques? Je sais pas. Je pourrais très bien répondre ça. Et c'est intéressant. Ouais.
Très intéressant, merci. Dans le Pac-May, il y a beaucoup d'armes, de ce que j'ai pu voir. Ouais. Il y en a quand même pas mal. Est-ce que c'est une utilisation folklorique comme on peut le voir le plus souvent ou quelle est l'utilisation qu'on fait dans le Pac-May des armes? Alors folklorique, pour moi, c'est les arts martiaux que l'on voit au théâtre ou à l'opéra. C'est joli, c'est des athlètes. Ils ont surtout des techniques de cascade où ils sautent sur les tables, ils font des roulades sans tapis, chapeau. Là, c'était des armes qui étaient utilisées pour couper, hein, pas pour faire mal, pour ôter la vie ou ôter des membres. Donc, ouais, c'est dur. Après, l'expérience, le problème, c'est ça. Là, on parlait de l'expérience aussi. L'expérience combat au sabre, 0. Ouais. Et je pense que j'en aurai 0 encore pendant longtemps. Donc non, ça reste des armes que l'on étudie. En fait, il faut savoir pourquoi on l'étudie et pas le savoir aussi. Pourquoi on étudie un bâton, ça va nous permettre par exemple, sur le travail de la posture et de l'équilibre, le poids n'est plus le même du corps. Vu qu'on met des frappes, on dit souvent l'arme est le prolongement de la main. Si c'était le prolongement de la main, on n'aurait pas adapté le poids du corps ou la posture à l'arme. L'arme, c'est une arme. Et il va falloir faire en sorte qu'elle devienne, qu'on l'apprivoise, qu'elle devienne une sorte d'ami, quelque chose que l'on ressent, où on sent où elle est, ne serait-ce que sur les notions de distance. Où est-ce que je touche, où est-ce que je touche pas. Ça, c'est long. On a beau l'étudier, c'est pas parce qu'on le sait que on y arrive. Et je pense que je définissais le kung-fu plus ou moins dans l'interview d'avant. C'est ça, avoir le kung-fu. C'est savoir l'autre, où il est dans l'espace, par exemple. On pourrait dire c'est savoir le kung-fu. Ou c'est avoir le kung-fu. La distance, avoir la bonne distance. Connaître l'arme, mais on la connaît tellement qu'on la sait, l'arme. Et ça, c'est des choses qui vont faire évoluer le mental aussi, la manière de s'approprier les mouvements, de comprendre son corps, d'avoir une meilleure conscience de son corps. Ça développe l'agilité énormément. On peut parler aussi le côté ambidextérité. Donc, utiliser la main droite, la main gauche, à main nue, on a toujours une préférence. Là, si les deux mains ont une utilité propre et on doit les faire travailler en osmose et en allié. C'est-à-dire que les deux, on entend souvent, ça là c'est ma main gauche ou ça là c'est ma main droite, je suis moins bon. L'inconfort, en tout cas dans la pratique, on cherche à y faire face et à ce que ça devienne confortable ou en tout cas à ce qu'on connaisse. Intéressant. Merci beaucoup. Tu parles des distances. C'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant aux armes. Mais du coup, vous voulez travailler seulement seul ces armes ou vous voulez travailler à deux? À deux, seul, à tout. Ouais, en combat libre En combat libre, pour les gens qui ont des notions. Le problème et le bon côté de l'arme, c'est que à main nue, le débutant, il se dit, ça va, c'est mon corps, je le connais, je sais faire un coup de poing. Avec une arme, il a cette humilité de se regarder et se dire, ah ouais, là en fait je sais pas. Et ça c'est quelque chose de génial, parce qu'en fait du coup il se permet d'apprendre. Au Japon on parle de Shoshin, l'esprit du débutant, le fait d'arriver avec un verre vide dans la tête, ne pas avoir avec plein d'idées préconçues, donc ça permet de se nettoyer un peu l'esprit, de se dire ça je connais pas, là je suis vraiment nouveau et je vais pouvoir partir de zéro et voir ça avec un regard neuf, sans a priori. Je sais pas si ça existe, si c'est qu'un concept, mais en tout cas oui, là tu pars en tout cas avec la base Zéro.
je sais pas si c'est 0 parce que en fonction de ton âge, en tout cas avec la compréhension du corps que tu as au moment où tu démarres. Et donc si t'es raide avec le bâton, c'est x2, je sais pas fois combien, je le ferai calculer tout à l'heure. Mais c'est multiplié en tout cas. Donc et généralement le pratiquant a de l'indulgence envers lui parce qu'il s'en rend compte, alors qu'à main nue, il ne s'en rend pas compte. Il a l'impression qu'il peut, qu'il sait, et du coup il se précipite dans un apprentissage, ce qui est bien en soi, parce qu'au moins il y va à fond en faisant ça. Mais voilà, l'arme elle permet de débuter réellement, et ça il y a un aspect vraiment pédagogique qui est très intéressant. Léo Tamaki, dans son interview où il parle des armes, dit que les armes sont un accélérateur, permettent d'accélérer à la fois, de voir les défauts beaucoup plus rapidement et de progresser. Est-ce que tu es assez d'accord avec ça? Je pense que c'est un peu ce que je viens de dire par rapport à la multiplication. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Notamment sur les notions de raideur. Une arme. Et on se permet d'apprendre, on se permet de débuter. Ça, c'est une chance, finalement. Tout à fait. Parce que les pratiquants, là, au bâton, je pense que c'est 6 mois, au moins. 6 mois pour commencer à pas être à l'aise, à commencer à se dire... À sentir. Ouais, à se dire, ça y est, j'y arrive un peu. Mmh. Tu vois, on parlait de stagner. C'est âpre. Commencer le bâton, c'est... je pense que si je commençais les cours en faisant du bâton, je pense que je vide la salle très rapidement. Ouais. C'est le bâton que tu conseilles comme arme à un débutant? Je pense qu'il faut suivre son instinct. Il y a des gens qui viennent, ils veulent apprendre le sabre. On apprend le sabre. Il y a des armes que j'apprends pas à des débutants. Mais lesquelles t'éviterais à un débutant? La chaîne. Tu vois, la chaîne. En fait, c'est pas tant pour la complexité technique, c'est que on vient pour apprendre. Donc on vient pour apprendre et le bâton, ça va donner des bases pour toutes les autres. Tu vois, par exemple, les formes que j'enseigne, moi, j'enseigne la forme des 10 principes en première forme. Donc pour ceux qui connaissent pas, les formes, c'est des katas en karaté. Et c'est pas une forme de débutant. Il y a pas de forme de débutant, ça existe pas. Et j'en ai pas créé une. Donc c'est une forme qui fait 72 mouvements, qui est complexe à étudier. La majorité des gens, ils mettent 2 ans pour réussir à la faire. Et il y en a qui arrivent plus vite. Et chacun fait à son rythme. Et quand mon maître m'a imposé d'enseigner cette forme, au début, parce que normalement on enseigne en disant, on t'enseigne soit celle que tu demandes, soit celle qu'on sent. Généralement, en tout cas à Foshan, comment ça se passe chez mes maîtres, c'est il a envie de te montrer ça là parce qu'il a senti ton caractère et il a senti une manière de faire, un peu comme un tailleur tu vois, va se dire tiens, il a les hanches comme ci, il a les hanches comme ça, il va te proposer une forme parce qu'il considère que c'est ça là qui va t'aider à faire émerger ton niveau ou à t'apprendre ce que il considère que tu n'as pas encore. Et moi, quand j'ai ouvert, mon maître m'a dit tu vas enseigner le sabji. Et pour moi, le sabji, c'est une forme précieuse, bien qu'elle le soit toute. Mais celle-là revêt une importance particulière pour moi. Et donc j'ai dit, mais non, moi je veux pas enseigner celle-là, je préfère en enseigner une autre. Et il m'a dit, enfin voilà, pas de discussion, donc même si on a discuté, mais c'est lui qui a le dernier mot. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce qu'elle donne une vraie base. Elle donne une vraie base, et puis c'est souvent dans les arts martiaux, on enseigne. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vu en France. On garde le meilleur pour la fin un peu. Alors que je dis pas que les autres formes que le sabji c'est la meilleure forme. Elles sont toutes top. Le sabji pour moi, elle est vraiment particulière parce qu'elle m'a appris beaucoup. Je l'ai énormément travaillé. C'est la première forme que j'ai appris. Chanyoman, mon maître Sifu Chan, mon maître Chanyoman me l'a appris en premier. Donc quand
c'est vraiment personnel que j'ai ce rapport. C'est pas ce rapport avec le Sabji, je l'ai reappris avec la OIK, je l'ai reappris avec la Oisan. Enfin voilà, ça fait partie de quelque chose qui touche à des souvenirs. J'ai beaucoup de sueur sur cette forme et je l'aime beaucoup. Donc c'est pour ça aussi que j'avais pas forcément envie de la partager avec le nouveau venu. Tant elle est importante pour moi. Et le fait, en fait, de partager une chose que l'on fait très bien avec le nouveau venu, ça lui donne tout de suite de la bonne matière pour travailler. Et plutôt que de lui montrer la forme de base, une forme qui n'existe pas, mais qu'on enseigne, et puis dans 10 ans, peut-être que tu pourras pratiquer une autre. Et cette connotation, elle vient beaucoup surtout dans les arts martiaux chinois. Moi, j'essaie de briser ça et je suis très content en fait d'en avoir pas compris au moment où mon maître m'a imposé ça et de bien le comprendre maintenant. Il avait tout à fait raison et voilà. Mais pour revenir aux armes. Oui, donc pour revenir aux armes, petite question. Alors ça, c'est de la curiosité. On voit souvent sur les armes chinoises des pompons. Ouais. Pourquoi ? Alors, pour moi, c'est quelque chose de culturel. C'est révolution culturelle. Tu t'entraînes dans un parc, il faut savoir qu'en Chine, par exemple, si je veux me faire forger un sabre de main, je risque d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui n'aura pas de compte. Ça, c'est avant la réponse. Et donc de perdre beaucoup d'argent et de rien avoir en retour, ça c'est une possibilité. Ça sent le vécu, non. J'ai eu de la chance, mais ça a failli m'arriver. Et après, en fait, même ce savoir-là, il se perd. Il faut savoir qui contacter, comment le contacter et trouver un vrai forgeron. C'est pas si facile, mais c'est interdit surtout d'avoir des lames comme quand on voit les katanas exceptionnels ou les forges japonaises. En Chine, avoir une épée en damas, c'est souvent une épée qui est très jolie. Mais si on la bouge un peu, en fait, la personne qui l'a fabriquée, c'est pas un forgeron, c'est pas quelqu'un qui sait fabriquer une épée. Donc en fait, dès qu'on met un peu de force ou d'ondulation ou de vitesse, elle se défait. Donc je n'ai pas eu la chance, en tout cas, de rencontrer les bonnes personnes à ce sujet. Mais il faut savoir que c'est interdit de s'entraîner en Chine dans un parc avec une arme tranchante. Donc c'est extrêmement compliqué de trouver ça. Et les gens qui mettent des pompons, généralement, c'était pour dire culturel. C'est culturel. Après, pour l'épée, le pompon, je sais pas à quoi il sert. Et pour moi, il sert à rien. Donc, il n'a pas d'utilité martiale. Non, il y a pour la lance, le fait d'avoir je crois que c'est de la crinière de cheval, c'était pour retenir le sang au moment de la pénétration, en fait, pour que on puisse éviter que ça glisse après. Ouais, on puisse tuer une personne toute une après-midi. Voilà, sans avoir besoin d'essuyer la lance. Mais ouais, pour moi, le bout de tissu, c'est juste une histoire culturelle. Personne mettrait un bout de tissu sur son sabre, en tout cas. Voilà, je suis pas encore une fois, je suis pas sinologue. Et je suis pas expert en armes anciennes chinoises, mais voilà ma vision. Non, mais c'est intéressant, merci beaucoup. C'est une question que je me posais, n'étant pas pratiquant de discipline chinoise. C'est vrai que... Il peut y avoir des anneaux, tu vois. Il peut y avoir des anneaux sur les sabres. C'est censé soit rajouter du poids, soit créer un bruit qui est différent pour un mouvement de coupe. Tu vas essayer de créer une sorte d'effet de surprise. Il y a ça qui peut être recherché dans certaines astuces parce que voilà le vice fait partie du combat et fait partie de l'art martial et en Pak-Mei c'est important d'être vicieux. Donc souvent une arme ça peut être ça aussi, avoir un tissu, on peut dire que ce tissu tu vois, si je lance le mouvement, le tissu va venir d'abord essayer de toucher tes yeux, mais après voilà, il faut être prêt là. Oui. Tu vois, à une distance d'arme. Oui, on est d'accord. Donc, quelles sont les réelles histoires? Je pense qu'il y a beaucoup de folklore qui s'y est rajouté et nous, quand on se raconte pas de folklore, là ici, j'ai gardé cet aspect où on met le bout de tissu parce que
Voilà. Mais là, par exemple, c'est une vraie bêche. Hein. T'as pas cherché plus compliqué? J'ai de l'humour et beaucoup de personnes me demandent quelle est cette arme qui est posée là-bas. C'est une balance en fait, ce n'est pas une arme, c'est voilà. Ça c'est parce que ça me fait rire. Les gens voient un crochet, ils disent waouh, c'est une arme. Non, c'est une balance. Mais c'est Kassem dans son interview sur les armes qui disait que il fallait différencier les armes qui étaient de vraies armes et puis les armes par intention qui pouvaient être une faucille ou quoi que ce soit qu'on a trouvé, un crochet qu'on a trouvé par terre avec lequel on s'est défendu le jour J. Ah oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des armes qui ont été faites, pensées pour se protéger et pour être redoutables. Et il y en a d'autres, c'est du thé chaud dans le visage. Du coup, c'est une arme référencée et on le retrouve dans beaucoup de styles. Ça, ils ont 250 armes, le pinceau. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est ce qu'on appelle les armes par intention. Voilà, c'est des armes où quelqu'un qui connaît son corps et qui est lui-même dangereux, on va dire, en fait, il transforme tout ce qui touche en arme. Oui, intéressant. C'est pareil, on voit souvent les armes avec des lames souples en Chine. Pourquoi? Est-ce que tu as une idée? Pour moi, c'est juste une question de qualité de forge. Les gens voulaient pas se blesser, peut-être, j'en sais rien. Et puis après, ça fait du bruit, les gens sont contents. Moi, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Pareil, là, les bâtons, tu vois, c'est des bâtons durs, c'est pas des bâtons en rotin ou souples. Donc, il y a on peut dire que les bâtons, il peut y avoir une facilité de développement de force avec un bâton en rotin, ou en tout cas, tu as une sensation de peut-être plus agréable pour le débutant, mais moi je pense que la proté, il vaut mieux l'avoir direct que te dire bon en fait ça c'était pour les débutants, on vous a fait plaisir, mais en fait ton bâton il vaut rien, maintenant entraîne-toi avec celui-là, et du coup t'as pris des repères avec une arme qui n'est pas la bonne, quoi. Donc autant démarrer avec la vraie, ça vide la salle, mais ceux qui restent ils veulent bosser, quoi. Ouais. Et après non, j'ai pas la réponse pour ça, mais pour moi le sabre que je vois faire avec les armes souples, généralement c'est un sabre folklorique ou d'opéra, magnifique, joli, bravo, mais voilà, pour moi j'aime le regard martial, j'aime voir la réalité, et ça en manque. Quand on veut faire des beaux mouvements ou des mouvements amples pour le cinéma ou pour l'opéra à l'époque, c'est joli. Ça, mais par exemple l'escrime médiéval et l'escrime de théâtre, deux choses complètement différentes. Et c'est joli parce qu'il le précise. Oui. Il faudra le préciser aussi. Précisez-le. Je pratique pour la santé, je sais pas me battre. Il n'y a pas de honte. Oui, savoir pourquoi on pratique, on revient à ce que tu disais. Ma grand-mère, elle fait du yoga. Elle donne pas de cours. Elle pratique pour elle. Il y a une arme que tu préfères, toi? Moi, j'aime le sabre. Le sabre long? Le sabre de main, ouais. Le sabre de main, j'aime beaucoup le sabre de main. Qui a à peu près la même forme, parce que j'ai vu c'est pareil, des formes de sabre chinois qui étaient plus évasées, plus... Oui, il y en a plusieurs. Il y a celui qu'on trouve le plus là en ce moment, c'est un sabre qui a la proportion, la même proportion de manche et de lame. Et apparemment, c'était un sabre qui était inventé pour couper la tête, pour mettre à mort. C'était le sabre des bourreaux, un peu. Là, c'est pas celui-là. C'est un sabre qui va ressembler au katana, mais sans la délicatesse de la forge, avec la petite voûte, ouais. Là, c'est un sabre qui est plutôt droit, ou qui va avoir une encoche ici, une double. Et après, voilà, il faut qu'il y ait le poids, il faut qu'il y ait Mais moi, j'aime beaucoup le travail au sabre. En fait, ce qui me plaît dans le travail d'armes, c'est ce dont Sun Tzu parle, l'attaque et la défense ne font qu'un. Nous, ça fait partie des textes aussi que l'on a. Et souvent, un mouvement au sabre ou au bâton
ça peut être les deux. Et il y a même les deux dans le même. Et ça, je trouve que on s'en rend pas compte quand on débute, quand on commence à chercher, on essaie de se compliquer la vie. Et la réponse est là. Et elle est simple. Mais on la trouve après des heures et beaucoup de sueur. L'expérience, encore une fois, qui... Ah, l'expérience, je l'ai pas au sabre, mais en tout cas la pratique, et le regard, le coup d'œil, des erreurs des autres, ses erreurs à soi, et les bons conseils. Mais ouais, arriver à trouver une ergonomie avec son corps, c'est compliqué. Avec une arme, peut-être encore plus. Par contre, quand on arrive à être léger avec une arme, parce qu'on sait ce qu'on cherche en fait. On parle d'efficacité en permanence, mais je pense que le terme le plus juste serait l'ergonomie. Il n'y a pas de violence dedans, il n'y a pas de violence dans l'efficacité non plus d'ailleurs. Mais l'ergonomie, peut-être on comprend moins le projet. C'est un mouvement qui va droit au but, quoi. Où on essaie d'employer le moins de force possible, ou la force suffisante. Et pour employer la force suffisante, il n'y a pas besoin d'en employer trop. Tu vois, on parlait de déployer la force et comment travailler la souplesse. Ça, plus tu fais les exercices, plus tu arrives à les faire. Et plus tu les comprends mieux. C'est-à-dire que la technique va venir à aider et presque complémenter la force que tu essaies de développer. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Je regardais des bodybuilders, là, j'ai un ami qui est bodybuilder et qui parle de développer couché et qui dit qu'en gros, il déploie plus de force maintenant que quand il a démarré, alors que maintenant il est à la quarantaine, quoi. C'est pas étonnant. Enfin, c'est pas étonnant. Il a la quarantaine, donc après il va décliner normalement, même s'il y a des cas qui montrent que ça peut changer aussi. Lui, il te l'explique par rapport à la technique. En tout cas, sa vision, c'est de dire que quand il a démarré, il avait plus de force, ou en tout cas, il a réussi à arriver à un apogée de force, mais la technique l'a amené à mieux comprendre comment utiliser toutes ces ressources. Et ça, c'est de l'ergonomie. Là, dans un sujet bien particulier où il essaie de soulever des centaines de kilos sous une barre, moi je le fais pas. Mais je trouve que la réflexion est intéressante et en tout cas, c'est ce qu'on cherche aussi, c'est-à-dire arriver à avoir la bonne vitesse ou la vitesse maximale avec le moins de mouvements de corps possible, et que ça coûte le moins possible au corps. Elle est là la souplesse, elle est là la légèreté, elle est là l'intelligence de l'art de combat. Mais tu as tout à fait raison, ou ton ami a tout à fait raison quand il parle de technique qui permet de générer plus de force. En fait, et c'est pareil pour la vitesse, nos neurones, avec l'expérience, arrivent à utiliser plus facilement les muscles en synergie, donc intermusculaire, donc à utiliser tous les muscles ensemble pour développer plus de puissance, plus de force, plus de vitesse. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi pour la vitesse, quand tu parles d'ergonomie. Plus tes muscles sont habitués à aller vite et voient que tu maîtrises avec un poids au bout, plus ils te laisseront aller vite parce qu'ils savent que tu maîtrises et aller loin. C'est comme ça qu'on arrive des fois à des blessures de fatigue, des épaules qui se déboîtent alors que normalement non. Mais c'est aussi par l'expérience, et donc ça s'explique scientifiquement aujourd'hui ce que tu dis, et c'est tout à fait vrai. Cette ergonomie existe et on le sait, même d'un point de vue neuronal, d'un point de vue chimique, on sait l'expliquer. C'est-à-dire qu'un neurone innerve plus de cellules musculaires. Donc c'est rigolo à savoir. Super intéressant, merci pour les explications techniques et scientifiques. Ben, c'est rigolo de se dire que c'est quelque chose qui était enseigné il y a 2000 ans et on ne savait pas expliquer pourquoi, et aujourd'hui on peut expliquer pourquoi, mais en fait ils avaient déjà compris. Voilà, du coup, est-ce qu'on est plus intelligent aujourd'hui ou... Non, on a une explication. Et ça fait référence un peu aux débutants, c'est-à-dire que jetez-vous à l'eau, les gars. Je pense que c'est un avantage pour des ouais. personnes avancées de savoir, après de comprendre, de pouvoir expliquer, c'est toujours mieux de se dire... Ça peut être un blocage. Ça, pour moi, c'est vraiment une différence entre la culture française, en tout cas la culture occidentale, on va dire, et la culture chinoise. C'est que en France, on veut savoir. En Chine, tu poses trop de questions, t'as pas de réponse de toute manière. Tu as le vent, on te donne le vent. C'est une transformation d'énergie. On te donne le vide, tu vois. Tu poses la question,
Vas-y. Tu vois, t'as rien en retour. Et t'as plein de gens, en fait, qui n'outrepassent pas ça. Parce que, oui, mais il m'a pas dit, du coup, je reviens plus. C'est toi qui as perdu, mec. Tu vois? Il a rien à perdre, hein. Tu le racontes comme tu veux. Il y a un mec qui a une connaissance et il a pas su te répondre et t'as pas su le faire parler. C'est toi qui as perdu. Et c'est toi qui as abandonné. Donc, attention, il y a des gens qui montrent pas, c'est parce qu'ils savent pas faire. Hein. Je parle pas de cela. Oui. Hein, ça c'est, faites appel à votre instinct aussi pour reconnaître qui est bon, qui est pas bon, et quelqu'un qui est bon, on le voit bouger. Hein. D'ailleurs, si vous cherchez des conseils pour trouver le bon maître, Kassem a fait une interview là-dessus pour trouver son maître et pour vous donner des pistes. Une interview qui est vraiment intéressante et je vous conseille d'aller la voir, on vous la mettra en lien. Je sais plus où on est, elle doit être là-haut. Et aussi, allez-y, très intéressant. Merci beaucoup. Voilà, merci à toi et merci à Kassem. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose sur l'utilisation des armes, un point que tu aurais voulu aborder? Ouais, parce que là on a parlé du sabre, on a parlé du bâton, il y avait des armes cachées aussi. Tu fais référence à la chaîne, c'était une arme normalement de garde du corps, donc on gardait sur soi au cas où on perd son arme. Donc voilà, l'aspect folklorique que l'on voit dans les films souvent ne raconte pas, n'utilise pas les armes comme elles l'étaient. Je pense qu'avec la réalité qui est à la mode, on va arriver à s'approcher de ça, et j'espère qu'il y aura des films avec des armes bien présentées. Mais en tout cas, la chaîne, c'était une arme comme ça. C'est une arme pour créer de la distance, tu vois. Chaque arme a une intention spécifique et chaque arme a un intérêt. Et celui qui sait l'utiliser, en fait, il comprend cet intérêt. Il y a quelque chose qui était extrêmement intéressant dans les armes, c'est le machiavélisme. C'est-à-dire que, donc, le sunzoïsme, mais ça ne se dit pas, le fait de créer une surprise, de créer une distance, de faire croire, de donner une information qui est fausse. Et ça, avec les armes, c'est exacerbé. Et si on n'était pas conscient de ça, la manière de l'apprendre était violente, on va dire. Et c'était souvent trop tard. C'est-à-dire que tu veux dire que les armes permettaient de cacher les choses, de cacher physiquement des choses? Ouais, mais tu peux gagner de la distance. Si tu sais pas manier une hallebarde, par exemple, tu te doutes pas de la distance enfin, quand tu te sens en sécurité et hors distance, tu l'es pas forcément pour celui qui a une hallebarde. Et ça, c'est des points sensationnels. Encore une fois, là je parle sans expérience, hein, je vais pas affronter de gens avec une hallebarde, tant mieux. Pourtant ça se trimballe beaucoup en ce moment. Hein. On est en paix, tu rigoles, mais je me baladais avec ma hallebarde et je prenais le taxi avec ma hallebarde en Chine. J'ai eu 2 photos et c'est drôle. Et mais avec ma hallebarde, par contre, flexible. Hein, j'aimerais bien avoir une belle collection d'armes, mais bon, on va y arriver. Je suis pas très fan de posséder des armes qui ont tranché des gens et que je connaissais pas la personne et je connaissais pas qui l'a tranché non plus. Je trouve qu'il y a des énergies dans les choses et j'ai pas forcément envie de posséder des choses comme ça. Et il y a des armes cachées aussi. Donc par rapport aux gardes du corps, il y a des armes qu'on développe. Nous en Pacmay, on développe beaucoup de travail de pique et c'était un travail qui pouvait avoir des sortes de lames au bout des doigts ou des sortes de bagues, des choses les comme griffes ça. Un peu comme on retrouve en ninjutsu, des choses comme ça, alors même si c'est pas... La griffe voûtée, là? Oui. Alors, j'ai pas vu ça. En tout cas, en Pacmay, je pense pas je l'ai pas vu. Donc, c'est pas que je pense pas, à moins que ça ait existé à un moment, j'ai pas vécu 6 siècles en arrière, ou 3 siècles en arrière, donc je peux pas dire que ça n'a pas existé, je sais pas. Mais je pensais plus à des sortes d'embouts que tu rajoutes au doigt pour piquer la gorge, tu vois, des choses un peu pour que le combat se termine vite, l'ergonomie. Voilà, ça touche à tombe. Et là aujourd'hui, on résume tout en parlant des arts martiaux, en se disant oui, du coup, le karaté contre le kung-fu, bon, déjà précisons, pour parler sérieusement, et voilà, nous le Pacmay, c'était
ça a été pratiqué par la garde impériale à un moment. Les gens qui pratiquaient ça, c'était ça tombe, ça touche. Ils voulaient pas que le combat dure. Bien sûr. Ou descendre au sol, ou ceci. Donc effectivement, à main nue, c'est pas la même, vu que quand on touche, il n'y a pas forcément de sang et il n'y a pas forcément de corps qui tombe inerte. Mais c'était une des intentions et une manière de pratiquer. Donc le travail d'arme, pour moi, ça doit rappeler ça aussi. C'est toucher une arme, on sent tout de suite qu'il y a une intention. Un couteau, voilà. Si on sort ça ou qu'on a ça sur soi, c'est qu'on est un tueur, quoi. C'est pas pour se protéger. Ou alors on a un couteau suisse pour couper le saucisson. Ça, c'est autre chose. Mais quand on a un couteau sur soi, faut être prêt à le mettre dans quelqu'un, quand même. Oui. C'est le problème des armes. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des moyens de défense et qui se disent non, pas maintenant, non, pas maintenant. Je parle à une arme toute simple et je sais plus si elle est légale, elle est entre deux, la bombe lacrymo. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui disent j'avais une bombe, j'ai pas osé la sortir. Ou Mais j'étais bien sûr. paralysée et je l'ai pas sortie. Mais parce que on a peur de faire mal, on sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais c'est le même problème avec mettre un coup de poing. Moi, j'ai des enfants qui me disent je me suis pas battu parce que je vais lui faire mal. Le jour où tu fais mal à quelqu'un, tu pourras dire je lui ai fait mal. Mais jusque-là, c'est pas parce que tu serres le poing et que tu l'envoies dans le visage de l'autre que tu vas le toucher déjà. Et c'est pour ça que l'expérience. Pour ça, la distance, les armes, moi j'essaie d'en tirer ce qu'elles m'apprennent et ce que je peux essayer d'en tirer. Par contre, n'ayant pas eu d'expérience de combat, j'en suis que là où j'en suis. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose qui me reconnecte aussi à la vie et la mort aussi. À se dire une erreur, un mauvais mouvement, voilà, c'est pas un coup de poing raté. Non, mais merci de parler avec cette humilité aussi. Quand tu dis j'en suis là où j'en suis, et voilà, c'est une sincérité et une humilité qui est tout à ton honneur. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Mais pour moi, c'est tout à fait, enfin c'est normal. Il faut aujourd'hui, on voit les gens sur Instagram ou sur les réseaux et on s'imagine qu'on les connaît, on s'imagine qu'ils sont d'une manière. C'est pour moi, en pratiquant, c'est quelqu'un qui est humble, parce que la vie nous apprend à l'être, si on l'est pas. Merci infiniment encore une fois. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu me poser par rapport à ce sujet? Bah oui, quelle est ton arme préférée et aussi quelle arme tu pratiques dans ton style? Alors dans notre style, on a le jo essentiellement, donc le bâton de 1m50 D'accord. approximativement. On a le tanto, le couteau, où on a quelques bases en attaque et en défense. Le tanbo, donc le bâton plus court, en rotin, l'équivalent à peu près de la canne de Kali. D'accord, ok. Voilà. Et on a ce qu'il a appelé le yawara, qui est l'équivalent d'un stylo, donc 15 cm, et qu'on accroche avec 2 ficelles ici. Ce qui permet de serrer le poing, de le cacher très facilement. Elle existe cette arme en Chine aussi, je crois que la dague du Yumei, ça s'appelle. C'est possible, ça me dit. Ouais, j'ai déjà vu ça, c'est très intéressant. Ça ressemble même à une tenue de Boshuriken c'est ça. Kassem m'a montré. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il a beaucoup utilisé à l'époque où il formait les gardes du corps. Donc voilà. Voilà, mais là, on parle d'une arme, voilà, c'est vicieux, c'est ergonomique. Et dans les mains d'une femme ou d'un enfant, c'est aussi dangereux que dans les mains d'un homme. Et ça a l'avantage de pouvoir être non létal si on le souhaite, parce qu'on en a en forme de pointe et on en a en forme de gros cercle. Ce qui permet si on met un coup à la tempe, ça va sonner, mais ça va pas, ou à la mâchoire, ça va sonner, mais ça va pas être létal, forcément. Donc ça permet d'éviter trop de problèmes derrière. Et on a un kata, donc au jo, essentiellement. Et après, il nous invite à pratiquer, lui, il va pratiquer le iaido, le kendo. Et il nous invite, quiconque veut étudier avec lui est le bienvenu. Donc voilà, moi, mon arme préférée, ça varie d'un jour à l'autre. Ça varie beaucoup, mais en ce moment, je travaille pas mal sur le bokken, effectivement. Et je travaille de façon à travailler sur le relâchement. Je me fatigue musculairement avant et je trouve que, justement, ce que tu parlais de légèreté, j'essaie de le travailler en ayant
plus de poigne, par exemple, si je me fusille bien les avant-bras, et puis j'essaye. Mais c'est une pratique qui est intéressante, les armes. Et puis en ce moment, avec le Covid, ça a été mis à la mode. 2 mètres de distance, on les a beaucoup plus vite avec un Joe. C'est vrai. Moi, la salle a été fermée, donc on n'a pas pu le faire, mais ouais, c'est une bonne idée. Donc voilà, merci d'avoir pris ce temps. Merci à toi. Et puis on vous dit à très vite pour une prochaine interview. Tchou bye. Merci d'avoir écouté Causerie d'experts, votre podcast proposé par le blog Corps et Esprit Martial. N'oubliez pas que si l'on crée le contenu, c'est vous qui le faites vivre. Si vous avez aimé les conseils de cette interview, n'hésitez surtout pas à partager, liker et commenter pour qu'un plus grand nombre y ait accès. Si vous écoutez ce podcast sur une plateforme qui le permet, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune sortie. On vous dit à très vite, tchou bye.